Donc, ce que je disais ce matin, c'est que donc, nous, on s'est installé en 2019 suite à une reconversion professionnelle. Au niveau de l'installation, on a demandé 2 DGA. 2 DGA et la subvention à l'investissement. Donc, juste pour info, 2 DGA, c'est beaucoup de paperasse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà demandé la DGA. C'est presque un mi-temps, quoi. Un mi-temps de paperasse pour s'installer, quoi. Donc, on a commencé la procédure, je pense, en septembre, à remplir les documents. La chambre d'agri les récupère, nous refait presque un jour ou 2 de retour pour l'améliorer. Après, c'est présenté dans une commission à la DDTM et c'est validé. Enfin, c'est beaucoup de paperasse. Du coup, on a fait 2 DG. On y a droit, pourquoi pas la demander. Et puis, tant qu'à faire les papiers, comme c'est les mêmes papiers pour nous deux, on a fait 2 DGA. Voilà. Et en plus de la DGA, on a fait la demande à l'investissement. Je ne sais pas si on peut voir là-dessus. Tac. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on récupère une ferme. Ce bâtiment-là, il fait 1200 mètres carrés. Et derrière, il y a un autre bâtiment en pierre ici, un autre hangar ici. Et du coup, ça faisait beaucoup de bâtis. Et nous, du coup, on s'est dit, demander les aides à l'investissement, ça permet de réhabiliter une partie des bâtiments. C'est-à-dire de leur donner une fonction. Vu que c'est une ancienne ferme laitière et qu'avant c'était des stabulations, il fallait que nous, on leur redonne une fonction qui est liée au maraîchage. Et avec la fonction qui est liée au maraîchage, on peut demander une aide à l'investissement. Donc au maraîchage ou un autre atelier. Donc par exemple, si on prend ce bâtiment-là, la toiture a été refaite. Et pour refaire la toiture, on a dit qu'en dessous, on mettait le poulailler. Ce qu'on a fait. Mais clairement, on ne prend pas en garde de 300 mètres carrés pour mettre un poulailler de 50 mètres carrés, quoi. On l'a fait parce que nous, on avait ce bâtiment-là qui était effondré et qu'il fallait bien qu'on refasse une toiture propre avant de démarrer. Donc tout ça pour dire qu'en gros, on a demandé beaucoup d'aide entre DGA Invest parce qu'on avait ce contexte d'une ancienne ferme laitière abandonnée depuis 20 ans. Donc voilà. Donc voilà sur la partie aide. Et donc du coup, on s'installe en 2019. Première année, on doit faire peut-être 10 000 € de chiffre d'affaires de maraîchage parce que le temps de monter les serres, c'est beaucoup de temps de montage. Et après, on arrive à la partie prod. Du coup, l'année d'après, on se met à produire. Et doucement, on monte 35, 45 et on est monté à 60 kg de chiffre d'affaires. Et c'est un peu notre max par rapport à ce qu'on a envie de faire. Parce que du coup, ce qu'on mettait qu'en temps de travail, on est à peu près 37 heures. On essaie de ne pas travailler le week-end et de se donner un mercredi après-midi de temps en temps quand même pour avoir des activités extra-scolaires. Donc voilà, donc surtout, sûr qu'en saison, quand on est au max, on travaille le mercredi. Mais dès qu'on est maintenant, là, on ne travaille plus les mercredis. Voilà, clairement. Donc on essaie d'avoir une qualité de vie. Et voilà, du coup, 60 000 €, c'est ce qu'on peut faire nous en max. Et c'est vrai que des fois, on regarde beaucoup les chiffres d'affaires pour dire est-ce que c'est une bonne exploit, est-ce que c'est un truc qui tourne ou pas. Et nous, aujourd'hui, avec le chiffre d'affaires qu'on a, je mets plus de côté que quand j'étais ingénieur et que je travaillais à Paris. Du coup, ce que je veux dire, c'est que quand on a des coûts de la vie qui sont moindres, c'est pas qu'un objectif le salaire. Et du coup, par exemple, nous, on troque des légumes contre un massage, on troque des légumes contre tout et rien. J'ai troqué contre du rabotage pour faire chez un menuisier. Donc je peux troquer des légumes contre tout. On troque nos agneaux contre du bœuf. Du coup, au final, ça, c'est pas valorisé dans les 60 000 €, mais ça représente aussi une certaine valeur. Voilà. Ça, c'est sur la partie install. Du coup, si je repars sur le thème de l'arbre, oui, parce que c'est ce qui t'intéresse. Aussi. Comment ? Des haies. Oui. Donc, du coup, nous, sur la ferme, là, on voit les haies. Tout ce qui est en jaune, c'est quasiment partout, c'est des haies, sauf ici. Donc, il y a 2 km de haies. Donc, nous, à l'arrivée, en gros, on ne savait pas quoi en faire. Chaque année, il y a des arbres qui tombent et ça nous fait notre boîte de chauffage. Et parfois, ça nous fait 2-3 ans d'années de chauffage par année de tempête, quoi. Donc aujourd'hui, nous, les arbres, ils sont présents, mais ils n'ont pas été entretenus pendant plus de 20 ans. Donc par exemple, ici, il y avait une petite haie, à mon avis, des petits tuyas de
de jardin d'agrément. Et comme ça n'avait pas été entretenu, on avait 15 mètres de haut d'arbres en sapin. Et à chaque tempête, il y en a un qui tombait là, un qui tombait sur le bâtiment, un qui tombait. Et du coup, en fait, c'est une gestion, la haie, on est content de l'avoir, mais on ne se rend pas compte que 2 km de haie, quand on est maraîcher et qu'on n'a pas un tracteur de 150 chevaux pour sortir les arbres, eh ben, c'est une gestion complexe. Donc par exemple, là on a un chêne qui est tombé ici, on voit un peu une trace. Ben, ce chêne, ça fait 2 ans que je voudrais le sortir, mais ici j'ai une pente hyper forte, là c'est une vallée donc. Et du coup je ne peux pas le sortir. Donc pour l'instant il reste là jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui puisse sortir l'arbre du champ. Voilà donc pour la partie un peu haie, et donc on fait partie du GI2E, d'un GI2E sur l'arbre avec MSV, et donc on a fait des formations sur comment entretenir la haie, comment la couper, tout ça. Et un exemple de choses que j'ai pas forcément bien fait, là on voit les parcours des moutons. Donc tout ce qui est en violet, c'est des clôtures que nous on a fait parce que c'était clôturé pour des vaches, et nous on voulait mettre des brebis, et du coup c'est pas le même gabarit, donc il faut tout clôturer. Et donc moi, pour faire simple, sur tout ce linéaire-là, je suis allé m'accrocher un peu sur la clôture existante, qui était du barbelé pris dans les arbres, dans la haie. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc moi, je me suis réaccroché sur un truc déjà mal fait, en remettant ma clôture à mouton sur une clôture dans la haie. Donc, le principe, c'est que quand on veut entretenir une haie, il faut la rabattre. Donc dans une haie déjà, on voit là les gros arbres qu'on voit là, c'est des OG. Nous, dans notre forme de haie, tous les 15 mètres, on en a un. Et entre deux, on a des arbres de CP et des arbres de bourrage. Donc cette haie-là, tous les 15 ans, il faudrait la rabattre, sauf les OG. La rabattre à zéro. Donc c'est vrai que des fois, on voit des gens rabattre des haies, on dit « Ah, ils ont encore coupé la haie hein », mais en fait, ils l'entretiennent. Des OG, c'est des arbres, des chênes, frênes, des arbres qui font plus de 15 mètres. Donc quand on plante une haie, on peut décider de mettre un OG tous les 15 mètres, un tous les 20 mètres, on décide. Nous, la haie bocagère normande, c'est chez nous, je crois, c'est OG tous les 15 mètres, tous les 5 mètres, arbre de CP, donc un arbre moyen de 10 mètres, et entre les deux, c'est arbre de bourrage. Ça, c'est une haie classique. Donc voilà, donc en gros, si on met la clôture sur l'arbre, ben, on ne peut pas le rabattre. Quand on vient avec la tronçonneuse, on se retrouve à tronçonner les clôtures, quoi. Donc ça, c'est un truc à savoir, mais si on n'est pas formé, comme nous on l'était quand on a démarré, ben, on fait des mauvais choix. Et donc là, j'ai refait une clôture cette année, et je l'ai décalée de 1 mètre. Toute celle-là, elle est bien décalée, quoi. Donc voilà. Et tout le tour des 2 km, ils sont tous pris dans la clôture, dans la haie? Tout cela, c'est des barbelés qui étaient déjà là et les arbres ont poussé dedans. Et à l'époque, ils s'accrochaient dans les arbres directement. Ils mettaient des poteaux, puis de temps en temps, ils se mettaient dans un arbre. Sachant que ça fragilise aussi Oui, quand même ton arbre. Des fois, il faisait le tour avec les barbelés entièrement. Ton arbre, il grossit, il se retrouve complètement étranglé. Ouais. Voilà. Du coup, pour continuer un peu sur l'arbre dans notre système, donc on a le verger qu'on voit ici. Donc ici, c'est que des hautes tiges, tout ce côté-là. Et ici, c'est que des basses tiges. Donc haute tige, basse tige, ça vous parle ou pas? Ok, du coup, haute tige, arbre d'1,80 m, qui démarre à 1,80 m avec sa tête. Et les autres, ils démarrent à... C'était déjà existant? Oui, donc tout ça, c'était déjà existant. Donc... je sais pas si c'est mauvais choix ou pas. Donc nous, quand on est arrivé, on voyait toutes ces pommes par terre, on n'avait rien, enfin, on savait pas comment les valoriser. Et puis des pommes à cidre, encore pire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas bon. On s'est amusé à goûter arbre par arbre en disant, on va peut-être tomber sur un qui est bon. Bah, pas tant que ça. Mais finalement, le premier rang ici, il est pas si mauvais, il est mangeable, comme ça en pomme à couteau. Malheureusement, on en a enlevé 1 sur 2 pour regreffer. On en a recoupé un et on a greffé en couronne. C'était une expérimentation, ça a moyennement marché. En fait, comme c'est des arbres qui avaient 20 ans, qui ont été recoupés pour faire des greffes en couronne. Ça parle à tout le monde la greffe en couronne ou pas? Non, je vais te donner des... C'était une des photos qui était en bas là, que vous avez vu. Une greffe en couronne, vous coupez votre arbre à la hauteur que vous voulez et vous venez remettre des toutes
petites tiges et vous avez pris sur un autre arbre tout autour comme ça. Et après, quand ça va se développer, bah, ça va refaire un arbre normalement. Donc l'idée c'est de garder les racines avec une partie du tronc et de remettre un choix variétal qui serait des pommes à couteau. Donc on a fait ça sur, je sais pas, sur à peu près 30 mètres ici, un arbre sur deux, on a coupé un arbre sur deux, on a regreffé. Et sur les 1 sur 2, il y en a 60% qui sont morts, et d'autres où les greffes sont mortes, mais que l'arbre est encore en vie. Bon, c'est pas fou, mais en même temps, il y a tellement d'arbres qu'on ne manque pas forcément de pommes, quoi. Oui, en fait, du coup, ce que j'ai pas dit, les hautes tiges, les pommiers hautes tiges qui sont là, durée de vie, c'est plus de 50 ans, et les basses tiges, c'est plutôt 30 ans. Donc eux, ils sont en fin de vie, parce qu'ils ont été plantés en 93, et eux, ils sont en pleine production. Donc aujourd'hui, nous, notre année record, c'est l'an dernier, on a fait plus de 60 tonnes, et je dirais qu'il y a plus de 50 qui viennent que d'ici, quoi, que de la partie haute tige. C'est que des pommiers, des basses tiges aussi? Oui, tout est pommier. Donc du coup, chez nous, pommier, c'est valeur sûre. Voilà. Et donc l'autre problème sur un verger comme ça, c'est que tous les ans, en ce moment, on a des tempêtes. Chaque tempête, j'en perds. Donc on voit qu'il y a des trous ici, on voit un trou là, on voit un trou là. Ben, il y a un arbre qui tombe, enfin il y a 5-6 arbres qui tombent chaque année. Donc je me suis dit, moi j'avais commencé à faire une pépinière d'arbres par ici, pour me dire je vais refaire des arbres que je vais remettre. Sauf que remettre un arbre à la place d'un autre, il y a des maladies dans les racines qui font qu'on ne peut pas. Enfin, tout le monde me l'a déconseillé. Donc j'ai envie de le faire, mais voilà. Donc en gros, ce que faisaient les anciens, quand ils ont un verger ici, ils l'exploitent pendant 60 ans par exemple, et au bout de 60 ans, ils en refont un là, puis après un là, et ils bougent comme ça. Et en fait, on ne peut pas venir reboucher les trous. Donc au final, nous on se retrouve avec un verger qui est en pleine production aujourd'hui, mais chaque année on perd 5-6 pommiers, ça veut dire que doucement on va se retrouver avec un truc qui ne va pas être assez productif pour l'exploiter, quoi. Parce qu'une fois qu'on aura perdu la moitié des arbres, ben, personne ne voudra venir ramasser les pommes ici, quoi. Donc, voilà. Et vous commencez à en planter ailleurs déjà? Ben, du coup voilà, donc nous, ce que je disais c'est que première année, tout le tour ici de la partie maraîchage, pour un peu visuellement, c'était une prairie, donc quand on arrive, on avait du mal à se dire ici on va faire ça ou ça. On a commencé à mettre un rang de poirier ici, un rang de pommier ici, des pruniers, cerisiers. On a fait tout le tour avec des arbres qu'on a achetés mais déjà greffés, qui avaient déjà 3 ans, et c'était plus ou moins 30 € par arbre. On en a acheté 30, ça fait 1000 €. Voilà. Donc on les a fait sponsoriser par des amis qui avaient envie de faire une bonne action. Donc tous les arbres ont été sponsorisés, ça nous a coûté 0. Et ils ont tellement été demandeurs qu'on a dû racheter des arbres l'année d'après et en refaire 30 comme ça. Donc on a fait 30 ici, puis on a fait une haie fruitière par là. Donc on a planté des arbres déjà grands, dans l'idée qu'ils donnent dans pas trop longtemps, mais ils vont quand même mettre quelques années à donner. Et donc au bout de 2 ans, je me suis dit quand même, je ne vais pas mettre 1000 € chaque année dans les arbres, je pourrais me faire les arbres moi-même. J'ai acheté des porte-greffes. En gros, c'est ces petites zones-là. Donc, comme on a des chevreuils, j'ai mis une clôture à poules là. C'est un filet qui est facile à déplacer. Je l'ai mis tout autour. Et toutes les petites tiges là qu'on voit, c'est un peu rouge là, c'est la greffe. Donc j'ai acheté 100 porte-greffes. Et là on voit les M9, M106, M111, c'est le choix du porte-greffe. Donc en gros, M9 et tout ça, ce que ça veut dire, ça va être un arbre super nain qui va donner super vite. Et M111, ça va être un arbre moyen qui va mettre 10 ans peut-être à donner. Et entre deux, on a le M106 et on a d'autres noms comme ça scientifiques qui vont donner dans plus longtemps des hautes tiges. Donc, pas forcément, parce que M25 c'est des hautes tiges par exemple. Donc il n'y a pas de règle, mais c'est juste, ça c'est les trucs connus, quoi. L'autre truc derrière ça, c'est que comme tout le monde plante sur ça, aujourd'hui il y a des maladies qui arrivent sur ces porte-greffes. Ça veut dire que 90% des vergers, je sais pas, en Europe par exemple, le jour où ils sont atteints par la maladie, ils vont tous mourir d'un coup parce qu'on a tous, c'est un peu des clones, quoi. C'est des clones qu'on a utilisés. C'est des clones. En fait, c'est
à part ceux qui viennent des arbres qui sont des premiers hautes tiges, où souvent ils partent du pépin, comme Ouais. on a dit, expliqué ce matin, avec son marc de pommes qu'il étale. Tous les autres, en fait, c'est juste des boutures. Donc en gros, on a pris sur un arbre, et la bouture, en fait, c'est exactement Du coup, le c'est- patrimoine voilà. génétique. Et le système racinaire, en plus, est bien moins bon sur de la bouture, Voilà. parce qu'il n'y a pas de racine pivot, que sur des porte-greffes. Voilà. Et du coup, comme l'idée aujourd'hui dans l'agricole, c'est on n'a pas envie de mettre 30 ans avant d'avoir des pommes, on choisit des porte-greffes hyper nains qui ne se tiennent pas tout seuls, du coup ils sont sur des tuteurs ou sur des fils un peu comme pour les vignes, et qui vont donner plus rapidement et qui sont en plus à l'échelle de notre échelle à nous, maraîchers. Donc nous on a fait un choix mix où on a pris un rang de M9, un rang de M9. Enfin j'ai pris un rang de chaque en me disant j'échelonne, j'ai un truc qui va donner rapidement, qui va vivre pas longtemps, et j'ai des trucs qui vont donner dans plus longtemps. Voilà, du coup, alors, on n'a pas eu des super taux de prise des greffes, mais je pense que c'est en partie dû au fait qu'on faisait des ateliers ouverts. On faisait venir du monde sur la ferme et tout le monde greffait, on récupérait des greffons avec une association locale. Et puis c'était plaisant, et puis il n'y a pas d'enjeu économique aujourd'hui. Donc tout le monde greffait et j'avais un taux de reprise de 50%. Et l'an dernier, j'ai greffé moi-même. Alors, j'ai pas tout greffé de la même manière, mais en gros, j'avais un meilleur taux de reprise. Alors, je sais pas si l'explication c'est ça, mais j'ai remarqué que peut-être que faire des ateliers ouverts à n'importe qui, c'était peut-être. Le geste, il est dur. Ouais, c'est assez technique, mais cette année, il pleuvait tout le temps quand j'y allais. On dit qu'il faut pas le faire quand il pleut, et j'ai 90%. Donc, soit c'était pas bon, soit je suis chanceux, quoi. Non, quand on faisait venir les gens, c'est parce qu'on a, à côté de notre maraîchage, on a une association qui fait vivre un peu les villages autour. Et du coup, on le faisait dans le cadre de l'association. Donc, c'est pas un cadre pro quand on faisait venir des gens de l'association. Voilà, et du coup, ça, c'est le test que j'ai fait l'an dernier. Une fois qu'on a pressé les pommes, on a le marc. Et du coup, suite à une formation avec MSV, le formateur me dit que lui, il prend son marc et que c'est comme ça qu'il fait sa pépinière d'arbres. Et du coup, je suis allé récupérer le marc que j'avais jeté. J'ai préparé une planche et je l'ai étalé. Et franchement, j'ai peut-être 200 arbres à greffer. Donc pour avoir l'ordre de grandeur, quand on achète un arbre greffé qui a 3 ans, c'est 30 €. On achète le porte-greffe, c'est 2,50 €. Et ben là, du coup, c'est 0. Oui, parce que tu récupères en plus les variétés sur des arbres de glisse. Oui, nous, après, avec les associations dans le coin, tout le monde récupérer des greffons avec les variétés, c'est juste une tige lors de la taille des arbres. Donc ça se vend pas, ça se donne. Il n'y a pas de coût de greffe. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un arbre que vous achetez en pépinière qui est déjà grand et un tout petit, là comme là, au final, ils vont se mettre à produire à peu près à la même date, parce que là, du coup... Après, ça, c'est du franc. Hein. Ça, c'est du franc. Donc ça, c'est 15 ans. Ça, c'est 15 ans pour oui, ça produit. enfin, je veux dire, si on prend... Oui, équivalent. Ouais. C'est pas parce qu'il est tout petit. Vous êtes mieux en fait d'acheter des arbres qui ont 1 an, qui sont tout petits en sion, où c'est juste une baguette. Ils vont avoir meilleure reprise que qui a déjà fait ses grandes racines et que dans la pépinière on va venir déraciner, couper ces racines-là, ils vont avoir plus de En fait, ouais, c'est vrai que bizarrement, les pépiniéristes ils vendent des arbres qui ont 3 ans alors qu'ils les vendraient à 1 an, il y aurait un meilleur résultat. C'est juste comme. Et ça coûte plus moins. Oui, ça coûte moins cher. C'est juste que moi, le premier, on est pressé, on a envie que ça donne et on se dit on va prendre des grands. Excuse-moi, du coup, en étalant le marc, génétiquement, c'est le cancer. Non, t'étends le marc, c'est toi, tu ressembles pas à ton père et à ta mère. Et ben là, c'est pareil. Ça veut dire que c'est aléatoire. Ah oui, voilà. Génétiquement, ça peut donner une pomme qui est bonne ou une pomme qui est pas bonne, mais l'idée, c'est pas d'attendre que la pomme donne. C'est une fois que tu as ton sion de 1,50 m ou 1,80 m, tu viens le couper et greffer la variété que tu auras choisie. Donc là, ton porte-greffe, ça va être du franc, du haute tige. C'est juste la vigueur que tu gardes en fait. Voilà, là on garde la vigueur. Mais quand on part de pépins, forcément on aura un arbre vigoureux. On ne peut pas avec un pépin se retrouver avec des arbres nains. Si
Là, l'histoire du M9 et machin, c'est une vigueur de l'arbre, une vigueur de la racine, des racines, et du coup, il va forcément pousser, parce que génétiquement, c'est un arbre qui est grand. Donc on ne peut pas le garder nain comme ce qu'ils ont réussi à choisir quand ils ont choisi les variétés M9 et tout ça. C'est le porte-greffe qui s'exprime, quoi. Voilà, c'est le porte-greffe qui s'exprime. Et souvent, si tu mets un truc, il peut même prendre le dessus, je pense. Nous, on a le cas dans le verger où les arbres ont pris le dessus. Pourquoi tu greffes à 1m50, 1m80 et pas plus bas, par exemple Sur du haut de tige, en fait, je pense que c'est historique. À la base, on faisait des hauts de tige pour mettre des vaches en dessous. Ouais, c'est juste Et ça. on pourrait faire sur du 1m30. Moi, aujourd'hui, je ne respecte pas forcément quand je greffe. Je me dis, oh, ici, par exemple, là, quand j'ai mis mes arbres là, je suis venu pour greffer. Je me dis, tiens, moi, ça me va ici. Je passe avec mon tracteur. Déporter, ça peut aller. En fait, je ne me rends pas bien compte, mais il faut imaginer l'arbre grand et se dire à quel niveau il va nous gêner ou pas. Mais historiquement, les 1,80, c'était les vaches. Sinon, ils étaient de tout, quoi. Je reviens juste rapidement sur un autre truc ici. Donc, juste au niveau des arbres, chez les poules, là, on a planté aussi une dizaine d'arbres pour les poules. Donc, avec des poiriers pleureurs, sorbier des oiseaux, enfin des variétés qui vont donner des fruits, mais pour les poules, et leur faire de l'ombre. L'idée, la théorie sur les poules, c'est qu'une poule, elle a besoin d'avoir un abri tous les 10 mètres pour se sentir à l'aise, pour explorer toute la surface. Sachant qu'aujourd'hui, on en trouve un petit peu, hein, des poules, il y en a qui vont, parce que les arbres sont petits, donc là, ça ne fait pas encore un vrai abri. Il y en a qui vont jusqu'au fond, mais pour qu'elles soient plus à l'aise, il faut qu'elles aient tous les 10 mètres un arbre. Donc on a mis un arbre de manière plus aléatoire. On a moins la contrainte de passer pour entretenir, vu que c'est les poules qui sont censées entretenir. Voilà. Et l'autre chose qu'on a fait aussi la première année, on a planté une haie, il y a 400 mètres de haies qui ont été plantées, donc tout comme ça et comme ça. Là, il y a plus ou moins une croix qui a été plantée, donc protégée des vents dominants. Donc vents dominants, ils arrivent comme ça, pour protéger la partie maraîchage, et aussi protéger les vents du nord. En gros, les vents dominants, c'est les vents les plus forts, mais les vents qui font le plus mal, c'est les vents du nord. Donc pour nous protéger Enfin, il suffit d'avoir quelques jours des vents du nord, ça fait plus de dégâts qu'une tempête des fois. Enfin, ça crame tout. Donc voilà, donc on s'est dit, on se met une haie ici. Et aussi, ça nous permettait de se dire, on arrête de s'agrandir en maraîchage. Parce que l'idée originale, c'était de faire du maraîchage jusque là-haut. Puis à un moment, je me dis, ça fait quand même beaucoup. Je m'arrête et au moins, je suis obligé de m'arrêter. Je me limite finalement. Oui, là, du coup, ça fait double haie. Du coup, ouais, on voit pas bien sur la vigne. Bon, la vigne, c'est plus, je pense, parce que du coup, dans notre GE2E, on avait les agrumes et la vigne. Moi, j'étais plus attiré par la vigne et je crois plus en la vigne en Normandie qu'aux agrumes, en me disant que les agrumes, si ça se passe mal, l'arbre meurt. La vigne, ça se passe mal, l'arbre va pas mourir et c'est assez résistant. Donc je me dis, au pire, j'aurai pas de fruits, mais mes arbres vont pas mourir. J'aurai des années sans, mais c'est tout. Donc ce qu'on a fait, on a bâché, comme si j'allais faire du maraîchage. J'ai enlevé la bâche, j'ai planté mes pieds de vigne, du coup que j'ai acheté dans le sud, parce que c'était 10 fois moins cher qu'en Normandie. Du coup, nous, en Normandie, qu'on appelle pour avoir un pied de vigne, il y a 3 variétés possibles. Et ça vaut 30 €, ils sont en pot depuis 3 ans. Et donc voilà, du coup je les ai achetés dans le sud et ça valait entre 1,50 € et 3 € le pied de vigne greffé, qui arrive en racine nue comme si on achetait des fraisiers, quoi. C'était vraiment... Jobin, il faudrait que je retrouve le nom, c'est Jobin, un truc comme ça. Hein. Après moi je tapais sur internet dans le sud, j'en ai appelé 2, il y en a un qui a répondu, j'ai acheté chez lui. J'ai vu les prix, je me dis c'est tellement peu cher. Je dis, ça peut pas être moins cher que ça, quoi. Avec la vigne, après, au niveau des fournisseurs, il faut quand même s'assurer du côté sain des plants, parce qu'il y a pas mal de maladies, Oui. notamment le phyto. En fait, il y a beaucoup comme tout à l'heure, j'expliquais les porte-greffes, M9 et tout ça. Eux aussi, ils ont plein de porte-greffes, sauf que comme moi, ça me parle pas. Le pépiniériste, je lui ai dit comment étaient mes sols, le pH, il m'a orienté,
mais j'avais aucune connaissance pour faire des choix. Mais bon, le pépiniériste qu'on a choisi, il faisait partie de la liste qui a été conseillée suite à la formation, donc je me dis bon, ça m'a rassuré. Et franchement, il était de bons conseils quand même. Voilà. Et ce qu'on a essayé de faire ici, c'est que derrière, on a semé du trèfle nain, en se disant que ça va occuper l'espace et qu'on n'aurait pas trop à désherber les vignes. Dans les faits, le trèfle a bien pris sa place, mais tout le reste aussi s'est rajouté. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que l'écartement ici, que j'ai mis, c'est pour passer avec le tracteur. Nous, on a un tracteur qui fait, avec un broyeur qui fait 1,60 m, et j'ai 2 mètres. Du coup, je peux passer avec mon broyeur, entretenir les pieds de vigne. Et du coup, depuis, on a rajouté les piquets, et on a remis des fils. Donc là, on est arrivé au premier étage, quoi. Je sais pas si vous voyez les vignes, enfin oui, chez vous, c'est les vignes, c'est chez vous, quoi. C'est la base. moi, je regarde les tutos, je me dis, oh, comment on fait des vignes, à quelle hauteur je dois mettre mon fil et tout ça, je me pose trop de questions. Mais bon, bref, du coup, j'ai essayé de copier ce qu'ils font les vignerons. J'ai mis un premier fil, puis après, j'ai 2 autres fils qui viennent les presser. Mais du coup, là, on en est à la fin de deuxième année. Franchement, moi, les variétés, j'ai pris ce qu'il m'a recommandé. J'ai pris Villard Blanc, mais enfin, il m'a donné des noms, je les ai mis parce que en fait, ce que j'ai fait, j'ai rangé par précocité. Et en gros, j'ai les premiers qui arrivent fin août, septembre. Mais les noms, franchement, j'y connaissais pas plus que ça pour faire des choix. J'ai demandé à la personne, au pépiniériste, qu'est-ce qui marcherait dans nos climats pour que ce soit pas trop précoce, pour pas que ça gèle, et pas trop tardif pour que ça mûrisse, ça arrive à maturité avant que notre climat soit plus adapté. Donc, au niveau des choix, il avait une liste longue comme le bras, mais tout n'était pas dispo. Donc au final, entre ce qui correspond à nos climats et ce qu'il avait en dispo, voilà, j'ai pris 2-3 classiques, mais il y avait Vidocq. Framboise aussi qui est pas mal. Ouais, bah celle-là j'en ai une de ça. J'ai Vidocq, j'ai 2-3 variétés, j'ai Jacquet. Et tu as tenu compte des traitements? Du coup, on a pris résistant au mildiou, résistant à l'oïdium, résistant à la maladie là qui. C'est des hybrides? Oui, je pense que. En gros, on a tout ce qui a été mis ici, dans la partie vraiment où on veut avoir un mini vignoble, c'est de l'hybride. Et on a acheté à côté de ça d'autres en se disant qu'on allait les mettre. Là, on voit le long de la haie ici, on a fait des trucs, on a mis des trucs d'autres variétés qu'on voulait mettre mais qui n'étaient pas dispo en hybride. Donc on a dit on aimerait bien avoir un truc sans pépins ou des trucs comme ça. Du coup, on a mis 2-3 autres trucs, mais pas dans la partie vignoble. On les a mis partout sur la ferme. Pas de soucis. Voilà. Et ouais, juste sur le temps de travail. Ouais, juste sur le temps de travail. Dernière chose pour les vignes, est-ce qu'ils t'ont parlé des règles? Il y a quand même une règle Oui. stricte sur. Mais j'ai l'impression que pour le raisin de table, ils sont moins en gros, ouais, c'est pas comme pour le vin. Il y a des variétés interdites, effectivement. En gros, il y avait des trucs interdits. Je lui ai dit c'est interdit comment? Il me dit non, mais pour du raisin de table, il n'y a pas d'enjeu. Le principe, tu achètes ceux qui sont à titre privé et après tu vas les greffer tu fais du surgreffage sur ce que tu as acheté par la suite. Ah oui, si tu veux des. Ah, c'est comme ça que ça. Moi, franchement, j'ai acheté ce qu'il avait. De toute façon, c'était genre. Par rapport à un vrai vignoble, moi, c'était 15-20 de chaque variété max. Donc ça. Enfin, à leur échelle, j'ai l'impression que c'était pas un enjeu, quoi. De toute façon, c'est des variétés avec lesquelles on ne peut pas faire de vin, la raisin de table. Tu peux, c'est juste que tu auras un vin moins fort, hein, ce qu'on a compris. Je voulais juste faire un point sur le temps de travail. Je trouve que, en fait, ce que je ne m'attendais pas, moi, peut-être sur la slide d'après, en fait, quand j'ai fait ce truc-là, je m'étais dit, nous, notre atelier principal, c'est le maraîchage. Je me suis équipé en maraîchage, j'ai mis nos invests, c'est à peu près peut-être 100 000 €. Alors peut-être pas tout dans le maraîchage, mais une grosse partie dans le maraîchage. En me disant, voilà, c'est la partie où on est le plus professionnel. Et les poules, l'invest était quand même minime, à part qu'il y avait une toiture à refaire, mais c'était juste pour refaire la toiture. La partie arbo, on n'a pas investi de fou. Et quand je regardais le rapport temps de travail-marge, je me dis que quand même, c'est pas dégueulasse pour un truc où il n'y a pas beaucoup d'invest, quoi.
sachant qu'on pourrait être bien meilleur en s'équipant. Par exemple, je prends l'exemple du jus de pomme. On va presser le jus de pomme et ils prennent 1,40 € pour stériliser, mettre en bouteille le jus. Et du coup, c'est presque 50% du prix de la bouteille vendue. On pourrait imaginer qu'acheter un stérilisateur et le faire à une échelle moyenne avec d'autres collègues qui ont des pommiers. Peut-être pas juste à notre échelle, mais... Et du coup, on serait beaucoup plus efficace en termes de temps passé et marge sur ces ateliers secondaires. Donc, et du coup, c'est vrai que j'étais un peu étonné. Je m'attendais à avoir un résultat où on n'est pas bon économiquement. Et qui fait l'entretien du coup du verger, la taille et tout? Donc le verger, c'est aussi ça qui fait que sur la partie arbo, on est super bon entre le temps passé et la marge. On voit qu'on passe de 6 à 13. C'est que sur les pommiers, parce que nous on a fait ce choix-là, hein. On a trouvé des gars à qui on sous-traite, ils font les foins sous le verger. Donc c'est des gars qui ont des petits tracteurs pour pouvoir faire les foins sous les arbres. Et du coup là-dessus ils gardent tout le foin. Mais par contre ça entretient le verger. Et ils font les foins tardivement pour que ça soit assez propre pour la période des pommes. Et derrière ils viennent récolter et emmener à la coopérative. Donc en gros moi je suis capitaliste là-dessus. La taille Sur la taille, juste. Donc en fait là sur les arbres quand on est arrivé, ça partait dans tous les sens. Je suis allé voir les associations un peu locales de croqueurs de pommes et tout ça. Et on a une personne qui est venue, qui était expert de comment tailler un arbre. On a fait un chantier à 15 pendant 2 jours. Pour tailler, on a taillé 80 pommiers sur les 200, haute tige. C'était assez compliqué. Le résultat, donc, par contre les arbres étaient un peu plus beaux visuellement, sauf qu'il y en a un ou deux, enfin plus que ça, peut-être 3-4 qui sont morts tout seuls, quoi, sans tempête, sans rien, suite à la taille, parce que comme ils n'avaient pas été taillés pendant 20 ans, c'est une taille peut-être un peu trop dure, et donc on a perdu des pommiers. Et l'autre truc, c'est que je ne voyais pas une grosse différence quand j'allais dans la partie taillée et la partie non taillée, en termes de productivité, c'était pas fou la différence. Et les gars qui ramassent les pommes, eux, ils taillent pas l'arbre pour avoir une architecture d'arbre jolie ou productif. Eux, ils taillent pour pouvoir passer avec leur tracteur et pas abîmer. Donc moi, à chaque fois, je venais derrière. Non, là, vous pouvez pas couper là. Là, faut revenir sur la charpentière. Genre, c'est leur donner des petites bases pour pas qu'ils me charcutent les arbres. Eux, ils coupent quand ça les gêne, quoi. Il veut passer là, le gars. Ben, s'il y a une branche qui te gêne, il va l'enlever. Bon, ils ont un peu assimilé ce que je leur ai dit, mais à la fin, je me dis, moi, si mon verger est hyper beau en termes d'architecture, mais qu'ils ne peuvent plus ramasser parce qu'ils ne peuvent pas passer sous les arbres, ben, il ne me sert à rien. Donc à un moment, il faut arrêter de faire le salafiste du verger, quoi, et j'ai lâché prise. Donc je me dis, si eux, ils arrivent à ramasser, que l'arbre, il ne meurt pas et qu'il produit, moi, je fais rien, quoi. Tu fais même pas d'effet de taille pour faire entrer un peu la lumière? Bah, ça, c'est ce que j'ai fait sur les 80. On est monté dans les arbres. En gros, l'idée, c'est qu'un pigeon puisse se poser et ressortir de l'arbre sans qu'il touche de branches ou de feuilles. Il y a plein de règles comme ça qui sont pas mal que je fais sur les autres arbres que j'ai plantés. Mais là-dessus, 200, c'est un métier, quoi. Mais moi, j'ai clairement pas le temps. Donc, du coup, voilà, je trouve que le rapport temps passé, du coup, 0, avec un rapport économique correct. Je dis 0, mais en réalité, les bastilles, je les entretiens parce que c'est sur lesquels je fais les jus de pommes. Donc là où je ramasse, je les fais pas entretenir ce que je vais ramasser moi. Mais là où eux ramassent pour livrer, je fais rien. Okay. Voilà. Au début, je les aidais un peu, j'orientais, puis bon, au final, ils viennent tous les ans, ils connaissent le truc. Donc voilà. Ok, bah merci beaucoup. Peut-être des questions? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? N'hésitez pas. Non. Non, après, sur des pommes à cidre, franchement, j'ai l'impression que ça gêne personne qu'il y ait des vers ou qu'il y ait des tavelures ou je sais pas ce que ça. Enfin, sur du cidre. Beaucoup l'ignorent qu'il y a beaucoup de larves dedans. Ouais, mais au final, le cidre, c'est tellement caustique, ça doit tout décaper, je sais pas, mais en gros, ça pose pas problème ni à la coopérative ni à moi quand je fais mon cidre. Je fais pas de. Voilà. Donc, 0 traitement. Je saurais même pas dire ce qu'il faudrait faire, tu vois. Je suis à ce point-là. C'est beaucoup pour la pomme à pomme à couteau, oui, parce qu'on veut je vois bien parce que j'ai quelques pommiers et du coup, qu'aujourd'hui donnent pas tant que ça, donc je les prends pour moi. Et je vois que du coup, c'est pas vendable en fait. Les pommes à couteau, pas.
Sur tous les verres, je pense. Encore l'aspect, j'arrive à vendre ça, mais s'il y a des verres dedans, c'est pas vendable. Ok. Pas de questions du coup? Donc là, juste sur les 400 arbres plantés en 93, il en reste plus de 200, c'est ça? Ou il y en aurait... Non, là, des 200 hautes tiges, en fait, je dis 200, mais il y en avait 220, il en reste peut-être 200. Je sais pas, enfin, j'ai arrêté de les compter, quoi. J'ai compté la première fois, première année, j'ai vu qu'il y en avait 218, 219 exactement. Et après, ils ont commencé à tomber à chaque tempête, j'ai arrêté de compter. Mais je sais que j'avais à peu près 200 arbres. Et voilà. Pourquoi t'as commis les animaux sous les... Du coup, donc moi j'ai mes brebis. Je me suis dit, allez, on va essayer. Avant de les lâcher dans le champ là, j'ai un petit coin où il y a quelques pommiers. Mais ils ont mangé l'écorce en 2 secondes. Même Et si je me vous dis, avez ils sont- assez d'herbe. Ouais. Ouais, mais, non, mais de l'herbe, il y en a jusque-là, mais je sais pas, ils s'attaquent. En fait, ça dépend du moment de l'année. Je pense qu'il y a un moment de l'année où ils veulent du tanin et ils s'attaquent à l'écorce. Et peut-être qu'il faudrait que tu me dises, peut-être qu'au printemps, ils ne recherchent pas le tanin. Je pourrais les mettre et les retirer. Et du coup, aller tirer des filets là-dessous pour mettre les brebis. Et en plus, les filets, tu n'es jamais sûr qu'ils ne vont pas passer. J'ai préféré faire des parcs où. Il faut mettre des corsets. Ouais, ou des corsets, mais. Ça revient cher. Et les poules, bah, en fait, La reste à vous. ouais, je trouve que la stratégie de mettre des poules pondeuses en poulailler mobile, pour moi, c'est perdre de temps. Aller dans le champ au bout de la planète, là, chercher des œufs, me balader avec mes plaques, c'est. Ah ouais, moi je trouve ça agréable. Moi je suis là, je passe ici tous les jours, je passe devant, j'ai une petite manivelle, je rentre, je tourne la manivelle, je ramasse mes œufs, je les pose là, c'est fini. J'ai un bâtiment, j'ai une zone de stockage, je peux tamponner mes œufs. Et du coup, moi j'avais l'idée de faire un poulailler mobile ici. Je trouve que ça a du sens si je faisais des poulets de chair. Donc je me vois bien mettre des poulets de chair ici, mais pas des poules pondeuses. Voilà, les poulets de chair, je les mets, il y a à manger, je leur laisse grand et puis c'est moins d'astreinte. Voilà, donc c'est pour ça que sur les poules pondeuses, il y en a beaucoup qui font des poulaillers mobiles, j'en vois pas beaucoup les bouger, quoi, dans les maraîchers qui font des poulaillers mobiles. Bah, ils bougent tous les. Ouais, ça dépend. T'es d'accord? En plus, toi, le tien, il est petit, et moi j'en vois des gars qui font des plus grands, et s'ils sont pas 3, 4, déjà il faut refermer, il faut faire un parc, il faut balader le parc, enfin c'est... Et puis... Ah oui, Ouais. des scènes. Du coup, c'est un peu la bonne idée, un peu permacole, mais ouais. Et ouais, moi je trouve ça tellement plus sûr. La gestion des renards aussi. Ouais. Il y en a même avec des belles chaussures, ils se sont fait bouffer toute leur peau. Après, agronomiquement, ça a beaucoup de sens. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais Ça détruit les sols, hein. ah oui. En théorie. C'est la théorie, mais dans les faits, je te dis, rien que te balader avec les plaques d'œufs, t'as une chance sur 2 de ne pas arriver avec tous tes œufs, quoi. Si t'es dans le verger là, et que tu trébuches, t'es avec ton truc, enfin, ouais, je me vois pas le faire. Ouais, il faut apporter le grain, il faut mettre le grain de manière sécurisée pour qu'il n'y ait pas de rongeurs dedans, qu'il n'y ait pas de l'eau qui rentre dedans, sinon ton grain il commence à pourrir. Après, c'est trop de contraintes pour aller mettre un poulailler à loin. À part si on a une raison d'aller loin et que tous les jours on passe devant. Mais dans le modèle, je trouve que poule pondeuse au plus près, c'est plus logique. Et pour les brebis, là, c'est les surfaces. Du coup, cumulé, je pense que ça fait 2 hectares, tout ce truc-là. Et c'est plein de parcs. L'idée, quand on a des animaux, c'est de les faire passer de parc en parc. Voilà, des morceaux. Et au moment de l'agnelage, je leur consacre ce bâtiment-là. Comme ça, j'ai tous les petits qui sont là, et puis je peux les surveiller de près, quoi, quand ça se passe pas bien. Voilà. Juste sur les arbres que tu as plantés ou ceux qui existent déjà, il y a une orientation préférentielle par rapport au soleil ou... Je pense que quand tu fais des rangs d'arbres, toi, une des raisons pour laquelle on n'a pas mis d'arbres ici, c'est que nous, nos planches sont est-ouest. Et du coup, on n'a pas voulu mettre d'arbres. En plus, là, il y a une pente sud. Donc, si je mettais mes arbres là, je ferais de l'ombre à mes cultures. Du nain, ça le ferait, mais je sais pas, j'ai peut-être pas eu le courage de m'amuser à mettre des arbres là et me dire, ah, puis ça va me gêner là, je sais pas. C'est pas forcément du coup. Moi, je les ai mis nord-sud.
parce que c'est l'orientation la plus logique pour des arbres. Et là, c'est des demi-tiges, mais je ne suis pas allé mettre des basses tiges dans ce sens-là. Je pourrais, hein, mais je suis pas trop. J'avais laissé, en fait, là, entre chaque jardin, il y a 1 mètre. Et l'idée, c'était de mettre des petits arbres. Mais en réalité, je me rends compte que 1 mètre, c'est pas suffisant pour avoir des basses tiges. Il faudrait laisser 3 mètres pour pouvoir passer après en tracteur récolter. C'est pas juste la taille de l'arbre, même s'il est nain et qu'il est conduit sur un fil. Il faut après pouvoir passer récolter. Et du coup, ça prendrait trop de place de le mettre à l'intérieur. Et du coup, en plus, comme on est est-ouest, c'est encore moins simple. Ouais. Et du coup, je suis est-ouest parce que on a démarré en nord-sud. Enfin, on a démarré. J'ai posé mes bâches, j'ai passé 2 jours à les poser. Puis quand on n'a rien, que c'est un champ, il faut réussir à savoir où on se situe. Donc on a fait une espèce de règle pour savoir où on était, faire un grand rectangle. J'ai posé mes bâches comme ça. Genre le week-end d'après, coup de vent, toutes les bâches il y en avait une seule qui était posée dans ce sens-là, mais toutes celles qui étaient comme ça, elles sont envolées. Et en fait, du coup, contrainte du vent fait que j'ai dû me réorienter dans ce sens-là. En fait, là, c'est une vallée et du coup, il y a des courants d'air qui font que ça arrache tout. Voilà. Donc, du coup, on s'est orienté est-ouest et avec cette contrainte. Et là, du coup, là, les serres sont derrière le bâtiment et derrière une haie. Donc, les vents dominants, ils sont cassés. Est-ce qu'il y a eu un bénéfice de planter toutes ces haies au fur du maraîchage par rapport à tout ce qui était pollinisateurs, etc. Je dirais qu'elles sont trop jeunes pour voir le bénéfice. Tu vois. Là, les haies, elles font... Aujourd'hui, ça fait peut-être 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres. Mais je ne me rends pas compte, peut-être aussi comme on y est au quotidien, c'est dur de se rendre compte de l'avantage des... Pour avoir fait les inventaires faune flore dans les haies de Madi, il y a quand même enfin, sur les vieilles haies en tout cas, un paquet de biodiversité et pas mal d'auxiliaires des cultures quand même, notamment beaucoup de cirques, surtout au pied des haies. Alors peut-être un peu moins sur les nouvelles, quoi. Sur les nouvelles, même celles qui sont justement la vieille, là où tu as les arbres tous les 15 mètres. Mais sur la partie plus sauvage, il y a plus de ronciers. Et mine de rien, la ronce, c'est vraiment un truc qui attire un maximum de biodiversité. Mais du coup, il faudrait imaginer que plus tard, ça va apporter... Oui. Ouais. Mais effectivement, ça... Et le truc quand même sur les arbres, là on a planté comme ça, puis là il y a un petit triangle qu'on voit légèrement, où c'était tous les arbres qui me restaient. Il me restait, je sais plus, 15-20 arbres. Je les ai mis tous comme ça. Et là, ils ont grandi 2 fois plus vite que les autres. Ils sont entre eux, ils sont là en famille. Et bam! Ouais, vraiment, là, il y a un petit triangle et ça fait forêt, quoi, en peu de temps. Et alors que ceux qui sont en ligne, ils poussent bien, mais pas aussi vite que les autres. Mais il y a plus de contraintes de vent, de tout ça aussi. Là, ça te fait un microclimat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à ta présentation, Daniel? Bah ouais. Ouais. Une formation ou quelque chose? Ah, sur le... Du coup, tu fais du maraîchage. J'ai fait un bac. En fait, ma femme a fait un BPRA, moi j'ai fait un bac pro, production horticole. Ouais. Mais on a fait les formations pour la DGA plus que pour apprendre quelque chose. Enfin, on apprend, mais c'est pas ça qui m'a appris à 3/4 ou 90% de ce qu'on connaît, quoi. Clairement, les diplômes agricoles, le bac pro, c'est hyper large. Ça va de la fleur aux arbres, au maraîchage. Donc c'était trop large pour qu'en 1 an, on puisse maîtriser quelque chose. Et le BPRA, moi je trouve, c'est trop orienté compta-gestion. Enfin, je voyais ce qu'elle faisait. Putain, je suis pas comptable, quoi. Tu disais tout à l'heure que le risque que tu avais trouvé était dans ta liste de... On a fait une formation sur les vignes avec Marceau. Et Marceau nous a renvoyé. Donc Marceau, c'est un formateur qui est dans le réseau un peu. Marceau Bourdarias, je sais pas si ça te parle. Et du coup, oui, je lui ai demandé en fait de créer une formation spécialement pour les maraîchers normands, parce que la vigne, lui, il fait que ça, mais pour des gens qui sont déjà très au courant de ce que c'est, et puis qui sont souvent des vignes voilà, pour la fabrication du vin, alors que là, c'était vraiment... Enfin, tu l'as pas vu, il m'a dit, lui, il veut aussi transformer une grosse partie en jus. Pomme raisin. Ouais. Et pomme raisin.
Ouais, et donc ouais, c'est quand même assez spécifique, sachant qu'en plus nous on veut pas se lancer dans des traitements, dans des trucs, faut que ce soit simple et en même temps que ça produise. Donc il faut un peu trouver l'intermédiaire dans ton système de conduite, ton palissage, dans tout ça pour que ça leur prenne pas trop de temps, mais en même temps que ça leur dégage un volume supplémentaire. Vas-y David. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi c'est David Sigwalt. Je travaille à la ferme Rideau Oasis. Désolé, j'ai pas fait de présentation comme tout le monde avant. Moi c'est que des photos, éventuellement un plan des champs et un plan de culture si jamais il y a des questions, quoi. Voilà. Je vais faire la présentation de la ferme assez rapide. Ouais, voilà, s'il y a des questions. Rideau Oasis, c'est une ferme maraîchère en un seul tenant de 8 hectares que Mathieu, mon patron collègue qui est là, il y a des collègues. Et il s'est lancé en 2008-2009, suite à un héritage des terres, là, de ce morceau de terre accolé au village. Donc on est en bordure du Rhin, dans la plaine alluviale du Rhin, donc la nappe phréatique à moins d'1 mètre, beaucoup d'argile, 30%, des fois plus, selon les zones. C'est un peu variable, mais globalement c'est des sols très très lourds. Très peu de relief, là où il y a un petit peu de creux, ça se remplit de flotte quand il y a trop d'eau. Donc c'est assez compliqué. Anciennement, c'était très peu cultivé le riz d'Alsacien. C'était en vieil allemand, ça veut dire roseau, je crois. Donc avant, c'était des pâtures ou des forêts, mais voilà, pas de culture vraiment, quoi. Donc c'est pas pour rien, quoi. Donc c'est pas vraiment de la terre à maraîchage. C'est compliqué. On apprend un peu à se démerder avec, mais c'est pas les plus simples, quoi. Voilà. Donc moi je me suis lancé en 2016, j'ai rejoint Mathieu et les autres collègues en 2016, donc ça fait 9 saisons là à peu près. J'ai pas fait de BPREA, je me suis lancé un petit peu comme ça. Avant j'étais élagueur, donc ça c'est un peu l'atout que j'avais par rapport au projet d'agroforesterie qu'on avait en commun avec Mathieu. Enfin, on parlait d'abord de haies, voilà. Donc très peu de relief, et des gros soucis d'asphyxie au niveau du sol, quoi. Donc au niveau des pratiques culturales, travail du sol, jusqu'à ce que j'arrive à courir un peu après, on avait un amphisseur de pierre pour le travail du sol. Ensuite on l'a revendu, on a essayé de travailler beaucoup moins le sol parce qu'on voyait les effets vraiment néfastes de cet outil qui lissait, tassait, déstructurait vraiment énormément. On a fait beaucoup d'engrais verts, là on revient un peu dessus, et là on est revenu, on a fait l'acquisition d'un cultirato. Donc voilà, c'est du maraîchage classique, pas en MSV. Mais on s'est posé quand même beaucoup de questions, on continue à s'en poser, mais voilà. Le nom du travail du sol chez nous, je trouve ça très compliqué. C'est pas que j'y crois pas, mais en tout cas, vu le contexte, pour l'instant on n'a pas réussi. Donc voilà. Donc on est à peu près, il y a 6,5 UTH actuellement sur 4 hectares cultivés. On a 2 structures, une commerciale, une pour l'achat-revente et une donc pour la production. Là, on a beaucoup d'achat-revente. Là, cette année, on va être à plus que d'habitude. Là, je pense, on était à 55-45 l'année dernière, et là, je pense, vu l'année un peu merdique qu'on a eue cette année, ça sera plus, quoi, jusqu'au printemps prochain, quoi, parce qu'en stock on n'a rien du tout, on a très peu, plus grand chose. Et vous faites ça sur les pommes de terre, sur quoi, l'achat-revente? C'est beaucoup les fruits quand même, parce qu'on fait des paniers de fruits. Donc la commercialisation c'est surtout des paniers.
des abonnements. Donc les gens peuvent gérer sur la boutique internet, ils peuvent faire des commandes, pas mal de commandes, et on fait plus qu'un marché à la ferme le vendredi soir. Voilà, donc on vend très peu aux professionnels, quelques petits magasins, et puis voilà. Donc ouais, c'est un peu plus de 300 000 € de chiffre d'affaires, peut-être plus cette année, je ne suis pas au courant des dernières nouvelles. Des formes juridiques, du coup, c'est quoi les deux formes juridiques? Alors c'est une... non. Donc, une déclaration bénéfice agricole et une déclaration BIC, quoi. Voilà, mais c'est exploitant individuel. toi t'es exploitant individuel, voilà. Ouais. Même personnel, quoi. Voilà. Tu disais qu'au début, tu as 8 hectares cultivés. En tout, il y a 8 hectares, ouais. Moi, je vais montrer les photos après. Hein. Que 4 vraiment ouais, utilisés, sinon le reste c'est des chemins, les haies, les bâtiments. Voilà, donc ça c'est une photo d'il y a à peu près vers le début, hein, où il n'y avait pas grand chose encore. Je vais défiler au fur et à mesure un petit peu. Si tu veux prendre peut-être la souris, si tu veux. Un écran, c'est... Non, non là, voilà, c'est bon. Bref. Voilà l'organisation. Et là, donc du coup, là, vous au niveau de l'arbre, vous avez vraiment planté beaucoup depuis le début ou... Ouais, oui. Okay. Donc, quand je suis arrivé en 2016, Mathieu avait déjà initié un projet de plantation de haies avec l'association Haies Vives d'Alsace, donc qui visait à faire tout le tour du terrain. Voilà, donc avant c'était 8 hectares où il y avait pas grand chose à part les vieux arbres existants. Je le déborde parce qu'en fait, à chaque fois, t'es devant. Ouais. Donc en 2016, on a décidé Mathieu avait déjà décidé avant de faire un premier projet, donc le pourtour de tout le terrain, avec une première haie intraparcellaire, avec donc quelques fruitiers dedans. Les fruitiers, vous exploitez dans les haies ou... Ouais, intégrés dans la haie, quoi. Enfin les fruitières. Vous allez chercher des fruits à coque, du coup ou... Pardon ? Des fruits à coque? Non, un peu de tout, quoi. Donc moi je vais revenir là-dessus un peu sur les détails. Donc ça c'est la mare qui a été creusée dès le début et ça c'est après quelques années de végétalisation. Et ça c'est donc le parcellaire actuel, quoi. Donc en vert c'est toutes les haies. Et tout ça c'est de la bande agroforestière, donc juste une bande enherbée avec des arbres tous les 5 mètres. Dans toutes les haies il y a des arbres augés aussi. Et donc ça c'était la première haie intraparcellaire et le pourtour là, donc en 2016-2017, voilà, tout le tour là, donc plus de 800 mètres. De la haie en double rang avec voilà, des essences locales, bon, voilà, tout ce qui se fait maintenant avec Haies Vives d'Alsace. Et C'est quoi la largeur d'une parcelle? alors, ouais, je vais y venir parce que donc on a mis ça comme ça. Imaginez-vous qu'il n'y avait rien avant partout. Donc ça c'est le chemin avec les bornes d'irrigation. Donc pour mieux s'organiser et un peu structurer le paysage, on s'est dit qu'on allait mettre un peu des règles partout, donc des haies ou des bandes agroforestières. Donc au fur et à mesure, on a fait des chantiers de plantation. Voilà, intégrer ça dans les cultures, ça a été super compliqué. Quand on était en train de cultiver là, fallait retravailler le sol, sous-soler pour implanter une haie alors qu'il y avait des cultures. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait tout d'un coup en 2 ans. Donc ouais, ça c'était. Et là, il y a des légumes partout entre les haies? Partout, ça c'est des parcelles cultivées. Ouais. C'est quoi la largeur? Donc ouais,
L'espacement entre les vannes, c'est de 18 mètres. Donc en gros, c'est 18 mètres ici, mais vu que là, c'est en biais, bah, là, c'est moins. Enfin, donc à la base, c'était 9 planches de 1,50 m. Et ici, ça, on l'a fait plus tard. Donc on a écarté, on a laissé 12 planches de culture. Donc ça fait ouais, il y a 18 mètres. Je sais plus. Et au niveau dans ces haies, je comprends bien, tu as mis des hautes tiges. Tous les 5 mètres. Donc tous les on a 5 mètres, enfin hautes tiges, mais des fruitiers. Non, des fruitiers, il n'y en a que donc, une vingtaine en tout. On a planté dans les bandes agroforestières. Là. D'accord, et alors tu les gères comment alors Ouais. Et c'est planté, tu dis, toutes ces bandes en 2016? Non, en 2016 c'était la première et chaque année on faisait plusieurs plantations. C'est ça qui était compliqué. Ça, c'est 2016, donc tout le pourtour. Après, juste celle-là en 2017, 2018, le reste. Et après 2019, les bandes agroforestières, je crois. Enfin, ouais, c'était très compliqué. Entre deux planches pour les arbres. Entre deux bandes ou deux haies? Entre deux planches pour les arbres. Entre A1 et A2 par exemple. D'espace d'arbres. La partie des arbres, elle fait quoi de largeur? Une planche 1,50 m, ouais. Ah oui. Pas les autres planches à côté. Si, justement. Je vais en... Plus large. Ouais. Celle-là, c'est une double rang. Enfin, il y a 3 mètres, double mais le rang. reste, c'est 1,50 m de largeur. Donc, Et il fallait voilà. faire combien pour que ça gêne pas? Pardon? Pour que ça gêne pas, il faudrait combien entre chaque planche? La règle de base, déjà, c'est une haie, c'est 1,50 m de chaque côté. Ça, c'est juste le minimum, mais pas pour faire des cultures, juste pour passer, quoi. Et après, du coup, je sais pas combien il faudrait pour que ça gêne pas les cultures. Donc voilà, au début c'était joli, bon c'est beaucoup de suivi, d'entretien. Ouais, c'était un peu gourmand quand même, quoi. Donc maintenant le paysage il a bien évolué quand même, c'est vraiment chouette d'y travailler. Il y a quand même des inconvénients aussi. Hein. Est-ce que Donc, vous avez un enracinement qui vient dans... Ouais. Oui, ça se voit clairement. Hein. Vous n'avez pas passé de sous-soleuse Si, dès qu'on peut, on essaye. Moi, l'année dernière, on n'a pas pu. Cette année, pareil, c'est trop mouillé. Donc, il faut. Là, on a cherché quelques carottes encore. Dans les carottes, à cette surface, il y avait un tapis de racines du sol qui avait juste à 3 mètres. Quoi. Donc, Si c'était à refaire, vous le referez ou pas? alors, différemment, ouais. Je vais y venir. Là. Donc voilà, ça c'est au début, ça c'est des bandes agroforestières juste avec des arbres augés, donc des espèces assez différenciées. Enfin, c'est pas des séquences très strictes au début là. Enfin voilà, c'était beaucoup de merisiers quand même. On a un peu essayé différentes espèces pour voir ce qui marche quand même. Est-ce que tu peux préciser la différence entre les bandes agroforestières et les haies? C'est quoi la différence? Alors, une bande agroforestière, c'est juste des arbres avec une bande enherbée. Donc qu'il faut l'herbe, faut la faucher, la tondre, la broyer. Donc c'est un seul étage, quoi. Hein. C'est juste des. C'est-à-dire que t'as pas de bourrage dans le. Hein? T'as pas d'arbre de bourrage. Oui, c'est pas une haie, c'est des arbres tous les 5 mètres et à terme, l'objectif c'est d'arriver à 40 arbres hectares. Donc là, on est plutôt à 80-100, quoi. Donc on va sélectionner après très prochainement. Hein. Donc ça, c'est la première haie de pourtour là. Ça c'était à la plantation, 2-3 ans après, 4-5 ans. Et ça c'est maintenant, après quelques recépages aussi ou un. Donc, Les recépages, là, t'as pas recépé toute la haie, t'as sélectionné ou est-ce que tu recépes? Non, moi on fait du recépage par section quand même. Quoi. Si. Okay. Donc là, il y a 2 ans, on a fait certaines parties. Donc recépage, je sais pas si ça parle à tout le monde, c'est vraiment de couper à la base pour redensifier, enfin que ça repousse. Donc on fait ça en hiver. C'est comme... Souvent tu fais ça sur les noisetiers, parce que les noisetiers... Ça part bien en touffe, quoi. Tous les arbres. Un chêne, tu le coupes au pied, il meurt. Un noisetier, tu le coupes au pied, il se refait... Une santé.
T'as des Voilà, variétés d'arbres recépage, c'est vraiment ça. Un saule tétard, un arbre tétard, bah, c'est la même chose mais à une certaine hauteur quoi, qu'on choisit. Quoi. Donc c'est des rejets qui repartent, des rejets traumatiques qui Mais du coup, reproduisent. David, ce que tu dois montrer, c'est qu'à la base, quand tu le plantes, tu le plantes, t'as ça. Tu achètes ton arbre, tu plantes ça. Ouais, un noisetier, il a un seul brin quoi. Tu le coupes, Deux. et après t'as ça. D'accord. Et ce qu'on veut, nous, c'est soit ça. C'est le système des trognes un petit peu. Ah, au ras du sol. Ouais. Ouais. Donc ouais, il y a beaucoup de haies qui ont galéré quand même, donc suite à pas forcément une bonne préparation du terrain parce qu'on n'avait pas les outils qu'il fallait, pas l'expérience aussi. Enfin, voilà, s'il y a... La préparation du sol à chaque fois, c'est le même pour tous. Alors la première, on a juste passé le culti-râteau, mais voilà, donc ça a lissé juste une fraise dans de l'herbe. Donc le chien non, il a pas crevé. Il y avait une semelle de lissage, du tassement à fond. Donc ça, là vous cumulez différents facteurs limitants quoi. Donc il y a le chien non, après c'est lissé. S'il y a un printemps sec ou une année sèche et des campagnols qui s'y mêlent au corps, bah c'est foutu quoi. Vous pouvez replanter. Alors vous n'avez pas envie de replanter, d'arracher. Mais le fait de faire ça, là on avait des endroits où il y avait des petites repousses à la con, minuscules pendant 5-6 ans. Bah, au bout d'un moment, quick, on le coupe là. Et ben en 2 ans, il y a 2 mètres de pouce. Donc ça, faut vraiment pas avoir peur de recéper quoi. Soit ça passe à fond, soit ça passe. Mais vu qu'il y en a plein d'autres, c'est pas grave. Oui, il y a des arbres que tu peux pas recéper. Voilà, la plupart de ce qu'on plante dans les haies, ça passe. Ouais. Tu peux le faire sur du sureau, noisetier, enfin tout ce qui est autre du cambier sanguin. Faut que ça soit assez jeune sur du charme, du chêne, ça passe. Un peu moins. Oui, c'est un peu moins risqué, un peu plus risqué, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais. Non, il n'y a pas d'intérêt, ils n'aiment pas trop non plus. Et on a aussi planté un verger, voilà. Dans une prairie. C'était le chantier de plantation des fruitiers haute tige et demi-tige, surtout des demi-tiges. C'est quoi comme c'est de la pomme Surtout pommes et des différents pruniers, Reine-Claude, Mirabelle, Quetch. Voilà. Donc ça, ouais, avec peu de recul, Mirabelle, Quetch, Reine-Claude, c'est quand même pas mal. C'est quand même peu sensible à des maladies, quand même un peu moins de vers. Donc c'est des choses qu'on a commencé à pouvoir vendre là, sans traitement quoi. Ouais. Ça c'est la première haie fruitière 2016, donc les hauts-tiges, cognaciers, pruniers, différentes espèces, différentes variétés. Et là vous avez acheté et planté grand. Ouais, déjà. donc on n'a rien greffé, on a tout acheté, c'est un boulot en plus qu'il faut savoir bien faire. Faut essayer de les acheter bien jeunes, les choisir, que ce ne soit pas des trucs massacrés en pépinière. Quoi. Donc, et puis bien greffé aussi, ouais. Parce que ton point de greffe, ouais, et si du même endroit, ce qui est très souvent aussi le cas, pas chez tous les pépiniéristes. Ouais. Et quand il va grandir, il éclate. Et si tu le rates, bah, tu as ta plantation, bah, y a un trou, il faut replanter l'année d'après, donc il faut retravailler le sol. Là, c'est hyper proche aussi des légumes. Pardon ? Les arbres sont hyper proches des légumes aussi, là. Ouais. Et C'est trop. Ton entretien à terme, le fait de ne pas avoir laissé de bande de chaque côté d'herbe, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu gères ta rotation. Parce que quand tu vas venir tailler tous les rejets de taille, ils vont tomber au sol. Après, soit tu les exportes, soit tu les broies sur place. Tu veux faire comment ? Alors là, c'est la même haie plus tard. Donc jusqu'à l'année dernière, bah, on taillait tout au tailleuet, au carré. Donc voilà, donc c'est pas vraiment de la haie champêtre quoi. Okay. Pour éviter qu'il y ait trop de concurrence, que ça aille dans les planches. Donc vraiment, 1,50 m c'est vraiment pas assez large quoi, pour une haie. Donc voilà. Bon, on discute beaucoup avec les Vives d'Alsace de ce genre de retour quoi, bien sûr, parce que il y a beaucoup de demandes quand même pour des haies, des vergers maraîchers, donc il y a pas mal de choses quand même, des bêtises un peu qu'on a fait qu'il faut pas refaire quoi. Mais du coup vous avez pas été conseillé ?
Pardon? Vous avez fait des bêtises parce que personne ne vous a conseillé ou parce que vous avez été mal conseillé? Bah, il n'y a pas de personne un peu d'expérience. Moi, si, après. Ils empêchent d'enlever 2 planches de chaque côté. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on a fait. Du coup, à partir de l'année dernière, on s'est dit on laisse encore 1,50 m en plus par haie. Mais bon, on a recépé. Chaque année, on recèpe à certains endroits. On s'est dit tous les 2 ans, on retaille à la base. Sauf que ça fait quand même du boulot pour pas grand-chose en biomasse à valoriser. Et là, c'est quand même à presque 3 mètres. Donc à côté, il n'y a rien qui pousse. Et là, on a surtout un très gros problème avec les limaces. Donc on perd encore la planche d'à côté à cause des limaces. Donc ça fait vraiment beaucoup de pertes. Mais pourquoi il y a des limaces à cause des arbres? C'est pas travailler le sol. Donc elles pondent. Ah bon? Avec l'humidité qu'il y a cette année. C'est l'effet de bordure, hein, comme quand tu as une prairie, à côté de ta prairie. On ne rend pas compte, comme nous on ne travaille pas le sol, jamais. Hein? Nous, comme on ne travaille pas le sol, moi je sais pas, je ne me rends pas compte, c'est-à-dire qu'on aurait moins de limaces à travailler le sol. Parce que nous on a commencé à MSV, du coup moi, en gros ça me... Je pensais pas que c'était à ce point-là. Ah oui? Tu les désingues tout le monde. Ah oui. Donc, quoi qu'il en soit, on a ramassé des seaux complets de limaces cette année là, parce que l'anti-limace ne marche pas sur les grosses limaces oranges. Si sur les loches ça marche, mais sur les grosses oranges, elles le mangent et ça passe. Quoi. Voilà, donc on a dû. Pardon? Oui, ça. En fait, toute cette biodiversité qui est venue. Qu'on a vraiment observé, c'est génial, hein, il y a plein de trucs en plus, mais il y a des hérissons, tout ça, c'est super, mais en fait ça sert à rien quoi. Nous ce qu'on observe là pour l'instant, vous voyez la planche là, si c'est bien, si tu as une culture sensible, je sais pas, aux pucerons et que 2 semaines après plantation, elle est plus là, en fait, ça sert à rien d'avoir des coccinelles ou des chrysopes, quoi. Non, mais je suis un peu... Non, c'est un gros problème, là. Vraiment, les limaces... Ça fait d'abord 10% pour les haies. Après, on s'est dit, c'est pas assez, on a rajouté 10%. Et au final, on se fait encore défoncer 20% de chaque côté, quoi. Donc, ça fait 40% pour la biodiversité. Donc on a perdu beaucoup de surface quand même, enfin on a donné beaucoup de surface à ça. C'est une activité humaine qui perturbe le milieu naturel, donc c'est pas un milieu naturel. Hein, forcément l'équilibre comme on aimerait le voir partout, c'est pas toujours c'est pas évident quoi. Voilà, donc on va changer nos pratiques, nos manières de gérer tout ça. Là. Et là, à terme, tes arbres, t'as pas peur qui te gênent parce que du coup, vous êtes mécanisé, donc il y a quand même des tracteurs, je sais pas, c'est sans cabine. Ouais. Si, il y a le voisin en grande culture qui vient nous faire les gros travail du sol. Okay. Et donc oui. Faut tailler ça. Là, il a une forme un peu en gobelet, tu vois, il n'est pas taillé un peu... Là, ça passe encore, mais des fois, il y en a quand même qui s'enlèvent. Donc, dans la conduite, vous n'avez pas envie de le réorienter. Nous, on a un maraîcher qui a fait ça en Normandie. Il avait planté des haies un peu rapprochées comme ça, dans ses planches. Et en fait, au début, il avait tous ces formes gobelets. Il s'est rendu compte qu'il vieillissait, il prenait beaucoup trop de place et ça faisait beaucoup trop d'ombre sur les planches de maraîchage. Les légumes juste en dessous. Et du coup, ils ont fait une grosse taille pour remettre un peu, moi ce que j'appelle, ça n'a pas de nom, mais un peu à l'égyptienne, leurs arbres. Ils ont coupé certaines charpentières. Alors pendant 2-3 ans, la production de pommes... c'était quand même très perturbant pour les arbres et très invasif. Donc ils ont baissé en production de pommes, mais maintenant ça réaugmente. Et ils n'ont plus trop de lumière, trop d'ombre. Et c'est quand même pas mal, mais normalement, idéalement, il faut le conduire un peu jeune, faire une taille de formation pour éviter d'après d'avoir à couper des gros charpentiers. Ouais.
Donc ouais, c'est des bandes de 1,50 m. Donc ça c'est un des pruniers là qui date de 2016, là, Reine Claude. Donc ouais, ce que j'ai pas dit, moi je suis élagueur à la base là. Donc, j'ai fait ça pendant 6-7 ans, j'ai fait beaucoup de tailles de formation, donc je connais pas mal la physiologie végétale. Et donc tous les autres arbres, les augers, je repasse dedans chaque année, et c'est pour vraiment obtenir des fûts bien droits, quoi. Donc l'objectif étant d'avoir des fûts bien droits, enfin droits si vous voulez les valoriser. Bon, après c'est une autre question là, si ils poussent trop vite, si on aura une... Là, je parle d'arbres augés. Après, les fruitiers, c'est un peu le même souci, vu ce que tu disais. Si vous avez un fût de 8 mètres, là, avec le houppier définitif, il y a l'ombre derrière. Elle va se déplacer beaucoup plus vite que si le houppier définitif il est trop bas, quoi. Donc, il faut vraiment les accompagner. C'est la taille de formation. Il faut y aller chaque année parce que sinon, après, c'est des trop grosses coupes. Mais du coup, vous le faites pour l'ombre ou tu le fais aussi pour valoriser l'arbre? Idéalement pour valoriser l'arbre, quoi. Enfin, parce que pour l'instant, voilà, on n'a pas de bénéfices économiques avec tout ça, quoi. Oui. De toute façon, une exploitation d'un auger, tu le fais quoi 30 ans plus court, quoi. Enfin, peuplier 18 ans, merisier 30, 40, ouais, plutôt. Ça peut être tout de suite. Donc là, voilà, les fruitiers, on avait aussi planté des buissons en dessous au pied. Donc ça, c'est vraiment pas pratique, vraiment à éviter parce que il faut enjamber ça. Quand il y a des épineux, c'est une catastrophe. Si c'est trop étroit, pour poser l'échelle, c'est chiant s'il y a des cultures en dessous. Faut bien savoir aussi que l'échelle, normalement, c'est pas un poste de travail, quoi, c'est interdit pour les salariés. Donc Mais voilà. t'as pas besoin d'échelle, ça. Ouais, il faut pouvoir grimper dedans quand même, avoir le matériel. Et quand il est trop jeune, tu grimpes pas dedans. Non. Et Ouais. tu les effourches aussi, du coup, pour avoir Oui. des fûts. C'est la taille de formation, quoi. Enfin, ouais, faut enlever tous les défauts le plus tôt possible au sécateur, idéalement. Et c'est pour ça que c'est quand même beaucoup de travail, une période où on n'a pas trop de temps. Hein. Donc la taille de formation, la taille des fruitiers, moi je le fais quand même beaucoup en été, taille en verre. Les fruitiers, il faut y aller très modérément en hiver pour que vous n'ayez pas trop de réaction, de rejet, quoi. Et voilà, ça c'est donc une photo d'une parcelle avec des pousses de 2 ans, quoi. Vous voyez un peu comme ça referme le terrain. Donc c'est une parcelle en engrais vert qu'il y a. Donc ça c'est une récolte sur des sols têtards. C'est déjà la 3e récolte là-dessus sur. C'est quoi comme sol Il y a tout, c'est pas du sol blanc. Enfin il y a un peu d'osier. Enfin je sais pas. C'est voilà. Donc Et alors, là, je vois que tu broies. Du coup, vous, c'est une valorisation de tous les têtards, ça part en coco. Le plus gros bois de chauffage, maintenant on sait plus quoi en faire là, pour l'instant, on a beaucoup de bois. Okay. Et le reste, on met sur un tas, on fait à peu près un compost, mais ça fait 2 ans qu'on n'arrive pas à les pendre. Okay. Voilà. Et pourquoi l'idée de base en implantant des haies? Puisque vous êtes sur un sol hyper humide, à gagner à laisser passer le vent et à sécher un petit peu. Oui, c'est l'avantage quand c'est super sec. Les 2 dernières années, c'était quand même très sec et ça fait du bien aussi quand ça coupe le vent. Il y avait le printemps de l'année dernière, je crois, qui était très très venteux. Donc là, dans ce cas-là, c'est un atout, quoi. Nos motivations, c'était pour la biodiversité, le paysage. Voilà. Bon, ça, t'arrives pas à vendre sinon, si tu dis que tu en as déjà un tas assez conséquent, parce que le broyeur, c'est un broyeur que vous faites venir, je suppose. On le loue à un voisin okay. Qui est paysagiste. Non, mais ça, personne n'en veut. Les paysagistes, ils payent pour aller en déchetterie. Pour l'instant.
Ouais, tu n'étales jamais sur. Bah, si, on va le faire là, peut-être la semaine prochaine, quoi, si l'épandeur du prestataire. Ça, tu vois, ça te fait ton. Ah non, tu... Non, mais on a 4 hectares et on faire ça à la main, on le fait plus, quoi. Ouais. Et puis, voilà, des choses trop carbonées comme ça, faut les laisser, je pense, 2 ans, quoi. Si on veut pas avoir de fin d'azote, quoi. Parce qu'en fait, tu pourrais faire la même chose, limite, et le laisser au pied ou même le remettre dans ta bande Oui. d'arbres aussi. Ouais. Idéalement, ça, ouais. Ça, c'est des parcelles, là. Donc ça, c'est une parcelle ce printemps. Les patates douces qui ont donné un petit peu quand même là où c'est inondé. Non, très peu quand même pas. Non, c'est nul. C'était pour le délire. Les oignons. C'est une photo aérienne de cet hiver. Donc on a 2500 mètres carrés de tunnel, une pépinière. On fait 50% de nos plants à peu près. Je n'ai pas regardé exactement. Donc ça c'est actuellement. Voilà. Donc, c'est joli. Ça fait vraiment du bien, ouais, de travailler dans ce cadre-là. On en est quand même fiers, quoi. Voilà. Donc, ouais. Mais les 3 tunnels, ils ont apporté un plus au chiffre d'affaires Bah oui, quand même. Enfin, par rapport justement aux pertes liées au sol que vous avez, qui est compliqué à gérer. Oui, enfin, on produit quand même là-dedans. Ouais. Et la pépinière, elle fait quelle surface 18 par 9, je crois. Ouais. Et là, ça fait 50% des trucs sur 4 hectares, c'est ça? Ouais. Faire ça, ouais. Ouais, donc on exploite aussi un verger en bastige de ma copine là. Bon, on fait beaucoup de jus de pomme là, on en a fait presque 3000 bouteilles là. Donc à terme on va passer sur les fruitiers qu'on a plantés. Mais Production, certains. alors certains oui, mais vu que donc c'est très très éclaté la répartition, leur âge et les variétés. Bah, en fait, vous faites que vous baladez pour une variété, pour 50 pommes pour l'instant. La taille n'est pas la même selon les variétés de pommiers, enfin le développement. Oui, vous avez pas fait ouais, donc, une période de récolte. Ouais. On a tout le temps envie d'avoir un peu de tout, différentes variétés. Ah, celle-là, elle a l'air sympa. Mais des fois, ouais, il faut quand même un peu homogénéiser. Ouais, c'est surtout qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de variétés de pommes, mais que les clients, souvent, ils Ouais. ils Alors, prennent que quelques-unes, quoi. nous, l'idée, c'est vraiment pas d'en vendre de la pomme à croquer, quoi. Parce que voilà, après, il y a les traitements et tout qui rentrent en compte. Faire de la pomme à croquer. Déjà, il faut aller les cueillir sur des hautes tiges, même demi-tiges, c'est déjà quelque chose. Alors, s'il faut regarder chaque pomme. Voilà. Et donc là, vous êtes plus dans une politique de vous dire que vous avez peut-être commencé, mais arracher certaines haies, non, c'est ça? Alors oui, on se pose la question. Bon, moi je pars en mars, donc ça sera à mes collègues de prendre la décision, quoi. Okay. Mais si c'était à refaire, oui, on en replanterait 2 fois moins, quoi. Ça serait une bande enherbée avec des arbres ou ouais, tous les 30 ou 40 mètres, faire des parcelles quand même plus grandes et plutôt sur les pourtours, quoi. Donc peut-être gérer ça avec des animaux, bon voilà, ça c'est aussi compliqué, quoi. On verra. À la base, on a tout redessiné là pour que ce soit des parcelles de taille égale, de largeur égale. Donc, voilà, pour l'irrigation, il y a 10 asperceurs, la longueur, pour savoir quel nombre de plants il faut acheter ou semer. Donc ouais, en plus gros. Ouais. Après, qu'est-ce qui vous empêche du coup d'en enlever? Enfin, c'est pas non plus enlever un rang sur 2, c'est pas la fin du monde. C'est juste ça fait mal au cœur de faut les le faire, enlever, oui, il faut réussir à prendre la décision. Oui, c'est juste de prendre la décision, c'est pas le temps de couper, quoi. Ouais. Voilà, pour le retour là-dessus, il faut. En Alsace, ouais, on connaît pas trop d'autres gens qui avaient déjà un peu fait ça, donc on était un petit peu les seuls, enfin on savait pas trop, donc on a fait.
Donc c'est Et maintenant, il n'y a c'est toujours bien. pas de ferme en maraîchage, agroforesterie par ici dans votre secteur. Bah non, bah après, ouais. On a un peu tout ça. C'est... Il y a longtemps, Il du coup, y a eu cet élan de on va planter des haies, Ouais. et maintenant on est dans la phase, même qu'est-ce qu'on- Comment on fait, ouais. qu'est-ce qu'on va Ok. gérer. Ouais. Donc D'accord. même Evive, là, ils sont en train de préparer des Ouais. formations courtes. Mais là, ça a été d'abord la politique, bah on plante. Ouais. Bon, voilà. Alors, tout le monde se pose la question comment on gère ça, Voilà. quoi. Et Ouais. après, on s'est dit, bah tiens, dans 4-5 ans, ça devient grand, qu'est-ce qu'on fait Ok, Même oui, la il y gestion avait- du travail, ça n'a pas forcément été intégré, on va devoir mettre ça dans le temps de travail. ok. Ouais, pour l'instant, là, les arbres, ils sont très jeunes. Je pense qu'il y a pas loin d'un mois de travail pour une personne qui passe à l'année, quoi, juste pour entretien des haies, taille de formation, alors qu'ils sont très jeunes et encore super accessibles. Enfin, maintenant, je passe à l'échelle, hein. Mais la taille de formation, elle va prendre de plus en plus de temps maintenant. Ça va être haut, des plus grosses branches à couper, à évacuer. Et c'est pour ça que tu disais laisser des bandes en fait, pour plus Ouais. avoir évacué, tu broies sur place. broies Bon, après, sur des sections place. plus grosses que ça, faut les évacuer, quoi. Enfin, Ah bah là non, il broie tout. oui, bah faut avoir le broyeur qui va Oui, aussi faut avec, avoir quoi. le Ouais, broyeur, ouais. Bah, après c'est pas un broyeur en général, c'est des broyeurs de Cuma ou de TA et les mecs ils viennent avec du gros matos. Oui, un gros tracteur, mais s'il y a les cultures à côté, vous roulez pas dedans. Enfin, Bah, c'est pour ça qu'il faut prévoir Ouais. l'espacement Ouais. pour faire tout ça, quoi. C'est vrai que nous, en formation, sur des haies, des grandes haies, hein, pas des haies jeunes, il faut prévoir 10 mètres, il disait, pour pouvoir passer avec... L'idée, c'est de passer avec un tracteur, enfin une machine qui vient, qui coupe l'arbre au pied, et une autre machine qui vient, qui le reprend et qui le passe dans un broyeur, mais de taille Ah oui, où on passe bon, un ça arbre. c'est, Oui, mais pour entretenir des haies, des fois, enfin là, on la voit petite, mais il faut s'imaginer qu'une mais fois ça c'est qu'elle sera- valable chez vous en Normandie parce qu'il y a un linéaire monstrueux encore de, Ouais. de haies. Alors Ah, chez vous, nous, il n'y a vous avez aucun pas de... de- ces équipements qui existent. Enfin, Ah, il y a pas très de peu haies en à ce forêt, point-là. quoi. Ah oui. Et même, Bah oui, mais en Normandie, je sais pas, la moyenne des lamiers, vous de... avez Oui, pas oui, de- oui. même des lamiers. Si, mais ça c'est surtout pas ce qu'on veut faire aussi, des gestions au Ouais. carré comme ça, avec des grosses coupes. En fait, c'est- ce qu'elle nous a expliqué, c'est que en gros, tu peux utiliser le broyeur sur de la pousse de l'année, mais ça, Oui, oui. ça exige de le faire quand même une fois par an. Il ne faut pas se laisser Mm. déborder. Et après, le lamier, tu peux le passer. Alors, soit tu le passes, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir un jeu parce que toutes tes Oui, tu branches, prolonges au fur et à mesure, il il faut pas pas vouloir qu'il rentrer dans le... Il faut Mm. s'adapter un peu à chaque arbre parce qu'ils n'ont pas tous la même conformation. Mais ouais, l'idéal c'est de le faire vraiment une fois par an, de s'y tenir. Et comme ça, tu peux faire tout au broyeur sans déchiqueter les trop grosses sections qui feraient rentrer des maladies et qui affaibliraient. Ouais, je pense que... l'arbre, quoi. L'idéal, c'est quand même de laisser la place nécessaire qu'il faut et les seules choses que tu as à faire, c'est quelque chose qui te ramène quand même quelque chose, donc vraiment du bois ou Bah après, des ce que fûts. tu fais, pour les fûts, nous par exemple, tu vois, en Normandie pour le coup, on le fait quasiment, on les fourche quand il est jeune, mais après, dans le C'est temps, les lagages ça après. sera- Ouais, après ça sera pas vraiment suivi, ou on le laissera juste évoluer, faire son architecture normale, mais Oui, parce on qu'il y a beaucoup de exploite très, pâture aussi Ouais, en on dessous. exploite beaucoup moins les arbres en bois d'œuvre que encore il y a quelques années. Maintenant, c'est souvent en bois de chauffage. Nous, on boit déchiqueté aussi, quand même, Et on bois déchiqueté plaquettes, ouais. pour le chauffage. Plaquettes. Plaquettes chauffage, mais plaquettes maintenant pour l'élevage chez nous. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, il est 55. Si on veut finir à peu près à l'heure. Des choses pour savoir. Non? Parce que la possibilité d'exploiter ces haies pourrait pas être faite en sélectionnant des arbres ou des buissons nourriciers. Bon. Différentes baies, différentes choses comme ça. Bon, maintenant, c'est planté. Hein. Ouais, ouais. Même pour nous. Ouais. J'ai bien compris. Mais dans l'absolu, pour quelqu'un comme moi qui réfléchit à faire ce genre de système sur mon exploitation, Ouais. qui pour l'instant n'a pas d'arbres plantés ni de haies, tout cumulé, j'ai 2,2 kg de haies à planter. Ouais.
Donc je suis dans la réflexion de savoir qu'est-ce que je plante. Mm. Est-ce que ça te paraît judicieux d'avoir une réflexion sur le fait de cultiver dans tes haies Ouais, cornouiller mâle, je sais pas. valorisables Mm. par leurs fruits. Bah oui, oui. Mais après, je pense qu'il faut quand même laisser la place. Faut pas faire la même configuration que ça, quoi. Enfin, tu auras les mêmes soucis Tu vois, avec ton de gestion. En gros, c'est. Moi j'ai des planches une planche standard chez moi, c'est 5 mètres par 30 mètres. Ouais. Il faut que je laisse combien de planches entre chaque haie et de chaque côté de la haie, combien il faut que je laisse. Il faut que ce soit un multiple de 5. Tout dépend ce que tu veux mettre dedans. Voilà, si c'est plutôt des buissons, je sais pas, du camérisier, j'en sais rien. 5 arbres fruitiers aux tiges sur 30 mètres, 4 ou 5 arbres, et entre les arbres, une ligne nourricière. Du bourrage. Bah, faut du petit, hein, parce qu'après tes arbres fruitiers, tu vas pas, hein, tu les cherches pas. Enfin, Tu veux des framboisiers, des Ouais, choses comme un ça. petit framboisier ou des petits fruits, quoi. c'est quand même chiant d'avoir un truc entre où faut passer. Donc il faut qu'on passe à Ouais, Bah après, de toute façon, dans les Des petits fruits premières. au début, là, mon ami. oui, on a cassis. Le deuxième aussi, mais après, je veux dire, tout ça, c'est tellement emmerdé, il y a tellement de concurrence que tu as grappe de groseille, il y a 3 groseilles minuscules dessus. Ah ouais. Je dirais les groseilliers ou les framboisiers, il faut quand même. Bah après, en plus, faire le un groseillier fertile, ici, ça. C'était protéger. Voilà. pas le sol idéal parce que. Enfin, ton pH, il est à combien là 8. Ouais. Groseillier, ça aime les pH acides. Ouais, mais ça réussit dans tous les jardins. Enfin, tout le monde en a, quoi. Ah ouais Oui, Ouais, mais s'il n'y a pas de concurrence, c'est suivi. Hein. Non, il y en a des belles. Ouais. Le secret, en gros, c'est la place que tu t'autorises à laisser de chaque côté de la haie. Ouais, en fonction de la vigueur de ce que tu mets. Si tu mets du noisetier, bah, ça va à 8 mètres. Quoi, donc, Pour passer avec le tracteur et le broyeur un peu déporté pour pouvoir Ouais. aller au plus proche du trou. si c'est juste des arbres, ouais. Mais une haie, faut pas s'imaginer que tu as juste le pied avec une sorte de cône buissonnant. Imaginons, tu laisses à 1 mètre, où ça pousse comme ça, d'accord. Tu as ton mètre, dans mon tracteur, c'est un petit tracteur de 1,10 m d'empattement. Mon broyeur fait 1,10 m, je peux le déporter de 30 cm sur le tracteur. Donc l'idée, ça serait de laisser 1,40 m de chaque côté pour passer avec le tracteur broyeur et 1 mètre de haie. À peu près 3 mètres en tout. 1,50 m de part et d'autre de l'ordre. Oui, plus 1 mètre de l'argent de haie. C'est ça. Tout dépend. Si, Je sais pas, là je suis vraiment en pleine réflexion du truc, donc je sais pas. Nous, on a Si. allé peut-être à l'autre extrême, on a 12 mètres. On a, donc t'as 6 mètres de part et d'autre. Enfin, t'as ta haie double orange qui prend 1 mètre au milieu, et puis après t'as 5 mètres de chaque côté. C'est que de l'enherbement. Mais c'est de l'enherbement. c'est du lierre, de la ronce, enfin ça. Mais nous, Ça va pas. Après, ça dépend on de va valoriser ton enherbement. Tu peux avoir des Ok, d'accord. Ça dépend ce que tu veux en surface de maraîchage plein. Ouais. Après, si je sais pas, tu dois augmenter ici pour faire je sais pas, 50 arts de maraîchage plein, au lieu d'avoir 1 hectare, t'en mettre 2. Ouais. En fait, j'exagère, mais c'est ça quoi. C'est toute une question de savoir ce que tu as comme métier. Peut-être que là, ils ont vu une vision de surface de maraîchage à la base, qu'ils avaient déjà. Et si on était parti plus court en surface de maraîchage, dès le départ, Tu l'accepterais. avec une autre Ouais. vision, ça serait accepté. Ok. C'est plus la surface que je m'autorise en maraîchage qui va déterminer la place que je vais laisser pour mes. Ben voilà, faut peut-être après je sais pas exactement non plus. La haie, l'espace et le reste qui reste en maraîchage et la qualité que tu veux rechercher économiquement en surface de maraîchage. Qui te reste ou l'ombre portée dont tu as besoin aussi. Ah bah, il faut que de l'ombre. Oui, chez nous, beaucoup de l'ombre. Ouais. En fonction de ça, tu vas aussi rapprocher ou écarter. Après, quand vous avez des projets comme ça, si vous voulez vous installer en maraîchage et tout, vous avez déjà pas beaucoup d'expérience, laissez-vous le temps vraiment de. Ok, ouais, d'accord. De pas planter trop vite comme Après, on l'a fait aussi un peu au début. C'est un deuxième métier. Hein. C'est un deuxième métier et en fait, on n'est pas formé pour. Du coup, et puis en plus, la vision, c'est à 5-10 ans. Du coup, tu vois, même quand tu plantes des trucs, il faut te dire pendant 5 ans, tu vas l'entretenir et ça va rien te donner. Est-ce que tu as ce temps à donner, sachant que ça ne produit rien? Tu seras peut-être déjà fatigué
Et quand ça donne, bah, tu n'as même plus envie d'y aller, quoi. C'est vrai, hein, c'est ça, c'est ça le résultat. Il faut de l'ombre impérativement sur parce qu'en plein été, tu poses pas la main sur le sol. Tu vois. Bah, après, des buissons, ça porte pas très loin et c'est vite trop dense. Enfin, autant mettre des arbres fruitiers plutôt, genre des pruniers, un feuillage quand même assez léger, bien suivi, bien aéré, mais pas trop, quoi. Hein. Les rejets, il faut faire gaffe, ça va loin. Ouais, si tu tombes- Ça dépend du porte-greffe, ouais. Voilà. Ouais. Mais dans tous T'as un les nom cas, qui rejette à fond, ouais. Nous, ils conseillent de sous-soler Ouais, une fois par an à l'implant, surtout si c'est très proche de tes cultures. Surtout toi où il n'y a déjà pas d'eau, où c'est hyper pénétrant, la racine elle va être plus forte que ton légume. Donc il faut, dans la mesure du possible, limiter cette concurrence racinaire. Ok. Ouais, ça se voit vraiment quand même. Enfin, surtout que on fertilise, vous amendez, vous ramenez de la flotte en surface. Les racines elles font comme ça, pas comme ça, quoi. La prochaine fait aussi. Ouais. Bon, bah, j'ai pas fini de potasser le truc. Non, On peut parler du guide Baron Maraîcher quand même. Il y a un guide de dispo. Ouais, il y a un guide et puis même au-delà de ça, il y a plein de choses qui se font maintenant en agroforesterie. Il y a pas mal de données, alors peut-être pas par ici, mais nous en Normandie on commence à avoir pas mal de référentiels et puis après tu peux être accompagné pour tout ce qui est, en tout cas par nous. Mais à la fac, pour tout ce qui est plutôt bocagère, pour l'entretien, donc c'est ce que disait Madi, où voilà, on ne sait pas forcément quand on est face à une haie bocagère comment on entretient l'arbre, parce que en grande culture, souvent, il y a l'effet inverse de ce que nous on a dans les parcelles maraîchères, c'est-à-dire qu'en grande culture, ils vont avoir plutôt tendance à faire des haies. Par exemple, ce qu'on appelle le wet wetcher, donc des haies hyper fines sur 1 mètre. Et nous, en fait, dans le GI2E, on a juste tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a des haies qui gagnent du terrain, qui font jusqu'à 8 mètres de large, qui empiètent un peu sur les planches de légumes. Et du coup, quand on est devant la haie, au pied de la haie, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est suivi avec la fac, ils sont formés. Et là, on va faire une formation tronçonneuse parce que tout le monde ne se sent pas capable de tronçonner un arbre. Donc pour tout ce qui est... et on va avoir la fac. Et donc ça, vous l'avez, la fac agroforesterie, c'est sur tout le territoire. Et après, pour tout ce qui est verger, on est accompagné aussi par quelqu'un qui a planté beaucoup de vergers, mais diversifié. Nous, l'objectif... alors on m'a dit c'est déjà planté, donc il ne va pas changer son système, mais pour les maraîchers qui vont planter, l'idée nous c'est vraiment de faire des vergers très diversifiés. Il va y avoir de la pomme, de la poire, de la prune, de la vigne, du fruit à coque aussi, comme de la châtaigne, avoir beaucoup de variétés différentes, afin de, quand tu as des maladies sur certains arbres, pas avoir toute ta récolte. Même pêche maintenant on en met de plus en plus. Ouais. Ouais, juste au milieu, je pense. Ça. Ouais. On renvoyait un peu à l'intervention de ce matin là, sur la diversification. Là, nous, on a des vergers hyper qui sont implantés, hyper diversifiés. Et lui, il disait que il est hyper content parce que il avait hyper bien, par exemple en Normandie, réussi tout ce qui était vigne cette année. Et les pommes, à contrario, chez nous, elles ont été hyper, en tout cas pour les pommes à couteau. Et les poiriers, cette année, ils ont tous été malades par chez nous. Donc c'est une culture, normalement, c'est une valeur sûre, entre guillemets. Et là, cette année, ça n'a pas été le cas. Donc il était content. Mais après, quand même, dans les faits, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu mélanges tout, tu sais que tu as ça ici, ça là-bas. Surcharge mentale, quoi. Ouais, oui, ils ont des rangs. Ouais, ça dépend de ton volume dans cette diversité. Est-ce que c'est un certain volume, quoi. Mais c'est des lignes, et c'est des lignes qui sont un peu comme les vergers de Sobkowiak, qui lui, c'est des lignes, parce que Sobkowiak, lui, son objectif, c'était d'avoir un verger qui est récolté par les gens directs, les consommateurs, cueillette libre. Donc lui, en fait, il a fait un truc, c'est par période de maturité, c'est diversifié aussi.
Mais voilà, il peut dire aux gens, bah là, aujourd'hui c'est mûr dans cette ligne-là, et vous pouvez tout prendre. Mais T'as pas de charge mentale ouais. du coup, parce que tu sais Mais que c'est une succession. tu vois, la mais si différence, t'as c'est juste, que nous, on n'est pas vraiment arboriculteurs. à cette Du coup, échelle, c'est pas- t'as pas la quantité pour le faire. Par exemple, moi, Ouais. je me suis dit, je vais mettre mes poiriers dans l'ordre Une maturité. que ça va donner. Tu vois, le premier va donner au mois d'août jusqu'au mois de novembre. J'arrive, oh merde, août c'est tombé. Bon. Genre, oh merde, l'autre il est en train de tomber. Et à chaque fois, je rate les créneaux. Oui. Et du coup, en fait, quand par exemple, Guillaume Halloween qui est passé ce matin présenté, lui, il a un peu plus de vision. Je pense déjà, il est ingénieur agronome et il est du milieu agricole. Et quand il a fait ses plantations, il a mis 3 variétés. Un rang, c'est une variété. Ouais. Il y va, il ramasse tout et il a 7 variétés. C'est les petites séries, tu t'en Bah oui. préoccupes pas en fait. Les Et grosses. nous qui avons des visions plus bucoliques, un peu pas issues du milieu agricole, on se dit ah je mettrais bien tel poirier, William, machin, et on met plein de trucs et c'est hyper dur à suivre. Il y a une notion de design aussi en fait. Ouais. Beaucoup. Par exemple, les pêchers, c'est sûr, tu vas pas les mettre un de ci, de Ouais, là. ouais. Tu vas les mettre sur un lieu de passage parce que tu sais que sur la pêche, Oui, c'est ça, vite. t'as un battement de 3 jours, quoi. En gros, tu dois pouvoir le faire. Mais oui, effectivement, là, c'est des gens qui sont plus, c'est leur métier principal. Mais, Ouais, si tu veux pas perdre ton temps et pas Ouais, devenir faut- fou, en fait, tu fais 3 variétés différentes et voilà, bien choisi, tu prends ton temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non. Ça marche quand même. Pardon. Les arbres, ils font du bien aux légumes. Parce que là, on entend qu'il faut. Ouais. Non, mais en fait, on verra là maintenant, ils sont jeunes. Est-ce que vous avez vérifié que la culture, elle marche mieux avec les ombres quand même, ou pas? Non. Sauf cette année. Des fois oui, des fois non. L'été, le printemps dernier, ou je sais pas, t'avais des zones où bah, quand on arrosait, bah, ça restait plus humide. Mais sinon, c'est quand même beaucoup plus de concurrence, quoi. Et on verra aussi dans le temps là, parce que là, voilà, on est dans le nord, on n'est pas sous les tropiques. Avec 40 arbres hectares, ça va être quand même énorme, quoi. En termes d'ombrage, quoi. Il fait pas tout le temps 40 degrés, quoi. Avec le soleil au zénith, donc. Hein? C'est un pari. Ouais. Bah, moi, j'y tiens énormément. Hein. J'y tiens énormément à ce projet. Enfin, moi, je voulais vraiment continuer à bosser avec les arbres en agriculture, mais voilà, c'est pas si évident que ça. C'est très compliqué.